Bonjour, bienvenue dans votre émission internationale. Très heureuse de vous retrouver avec RFI et le journal Le Monde pour une émission liée à l'actualité en France. Vendredi 23 mars, des attaques terroristes à Trèbes dans l'Aude ont fait 4 morts. Leur auteur, Radouane Lagdim, radicalisé, fiché S, a été tué lors de l'assaut des forces de l'ordre. Il était suivi par les services de renseignement depuis 2014. Il avait été également condamné à 2 reprises pour des actes de délinquance en 2011 et 2015. Et c'est l'ancienne juge antiterroriste Béatrice Brugère qui est notre invitée. Avec elle, nous évoquerons la place et le rôle de la justice dans ces affaires de terrorisme. Mais pour ouvrir cette émission, revenons sur l'hommage national rendu au lieutenant-colonel Beltrame, élevé au rang de colonel, mercredi dernier, aux Invalides à Paris. Je rappelle que le gendarme avait pris la place d'une jeune femme otage du terroriste dans le supermarché de Trèbes. Dans cette séquence, son cercueil enveloppé du drapeau bleu, blanc, rouge est déposé au centre de la cour des Invalides avant que ne soit prononcé l'hommage national par le président de la République, Emmanuel Macron. À cette occasion, le colonel Arnaud Beltrame a été également élevé au grade de commandeur de la Légion d'honneur. Bonjour Béatrice Brugère. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes ancienne juge antiterroriste et secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. Qu'avez-vous ressenti, vous, lors de cet hommage national et lors de ces attaques de Trèbes? Est-ce que vous redoutiez de nouveaux attentats? Oui, bien sûr. Là, je crois que c'était une surprise pour personne. D'ailleurs, ce qui était presque surprenant, c'est ce laps de temps 6 mois. Oui, où on n'avait rien eu. J'avoue que par rapport à ce qui avait été annoncé, à l'intensité de la menace, on a eu un temps comme ça de répit qui était presque surprenant. Quant à l'hommage qui a été rendu, je crois que c'est une très grande émotion, mais le plus bel hommage qu'on puisse rendre au colonel Arnaud Beltrame, c'est celui évidemment de la vérité de son acte. Et je crois que c'est ce qui a été fait dans ce très beau discours qui a été fait par le président Macron, sans oublier que cet acte aussi est l'expression de toute une vie avec des valeurs et des choix très forts. C'est pour ça que du côté de nous, des magistrats, mais également de tous les services de police, de renseignement, je pense aussi à ceux qui sont dans les prisons, hein, dont on sait récemment qu'ils ont été dans une grande colère parce que souvent agressés par des profils terroristes. Parler des gardiens. Exactement, c'est pour ça que tous ces personnels qui travaillent justement à lutter contre le terrorisme, nous devons prendre conscience de notre rôle, mais surtout de nos responsabilités. Voilà, de nos responsabilités. Et cet acte d'héroïsme nous oblige à être à la hauteur des défis. Alors, vous dites souvent que la justice arrive tard sur ces dossiers qui traitent de terrorisme. C'est le cas, selon vous, avec le profil de Radouane Lagdim? C'est compliqué parce que, si vous voulez, d'abord, ce dossier est en cours, hein, évidemment, d'instruction. Donc, je n'ai pas accès au dossier, donc je ne dirai rien sur ce dossier. Mais c'est vrai qu'on a l'impression souvent qu'on est un peu comme la cavalerie. On arrive un petit peu à la fin. Mais ce n'est pas non plus illogique, car la justice, si vous voulez, participe dans cette lutte contre le terrorisme à un moment très précis. Oui, il faut qu'elle passe quand il y a des actes voilà, qui ont exactement. été commis. Mais ce qu'il faudrait peut-être sans doute améliorer, et c'est pour ça que, quand je dis que cet acte d'héroïsme nous oblige à être exigeants avec nous-mêmes, on doit sans doute toujours tendre à améliorer notre action pour lutter contre la justice et peut-être nos modes d'action. Alors avant de poursuivre notre entretien, je vous propose ce bref résumé sur la justice antiterroriste, son évolution au fil des événements en France. C'est donc un coup très sévère porté au mouvement d'action directe, né il y a 8 ans. Mouvement hétérogène qui n'a cessé de dériver vers les actions les plus sanglantes en France. Hiver 87, Action directe, groupe d'extrême gauche, est mis hors d'état de nuire. Ses membres, auteurs de 80 attaques meurtrières en France, seront jugés, et c'est une première, par une cour d'assises spéciale. La justice antiterroriste est née. 30 ans plus tard, c'est cette même cour qui vient de juger le frère de Mohamed Merah, tueur de Toulouse en 2012. Mais entre-temps, la justice a dû s'adapter aux mutations du terrorisme.
En 1996, en réponse aux attentats du GIA algérien sur le territoire français, le délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste est créé. Il permet encore aujourd'hui d'intervenir avant qu'un acte ne soit commis. En 2011, les magistrats pourront même prolonger certaines gardes à vue jusqu'à 6 jours en cas de risque sérieux d'une action terroriste. Mais avec les revenants de Syrie et d'Irak et l'état d'urgence décrété en 2015 après les attentats de Paris, les dossiers s'accumulent. Environ 400 mises en examen et 800 mandats de recherche entre les mains d'une seule et même section antiterroriste, celle du parquet de Paris. L'état d'urgence est un état transitoire qui ne peut pas durer. Qui ne doit pas durer d'ailleurs. Si l'état d'urgence prend fin en novembre 2017, certaines de ces dispositions sont conservées par la nouvelle loi antiterroriste adoptée simultanément. La pression sur les procureurs, dont les moyens n'augmentent pas, s'accentue. C'est notamment pour l'alléger qu'une juridiction autonome verra le jour en 2018, un parquet antiterroriste basé à Paris avec un maillage de magistrats sur le territoire. Mais selon certains, dont vous, Béatrice Brugère, ancienne juge antiterroriste, cette justice est encore trop centralisée à l'heure où la menace djihadiste se veut toujours plus diffuse et clandestine. Un sujet signé Bastien Bory et Julien Bouillez. Béatrice Brugère, Sophie Malibaud de RFI et Christophe Fayad du journal Le Monde nous ont rejoints. Bonjour. Alors, ces derniers jours, Laurent Wauquiez réclamait le retour de l'état d'urgence. Vous êtes très clair sur l'état d'urgence. Vous dites ce n'est pas efficace dans la durée, on l'adopte quand on est au pied du mur et la lutte contre le terrorisme ne doit pas être servie par un droit d'exception. Mais donc, la France a quand même vécu 2 ans sous l'état d'urgence entre 2015 et 2017. C'était inutile? C'était un geste politique pour rassurer la population? Alors, l'état d'urgence, c'était déjà un geste et un objet de communication politique par rapport, c'est vrai, à un effet très fort qui a été fait par les attentats très violents. Simplement, l'état d'urgence, c'est, comme son nom l'indique, c'est vraiment une mesure d'exception provisoire. D'ailleurs, la loi de 55, c'est 12 jours. Nous, on a réussi à la prolonger et le Conseil d'État nous disait à chaque fois, c'est la dernière fois, mais on a quand même continué à la prolonger. Et la difficulté, c'est pas de rentrer dans l'état d'urgence, on l'a vu, c'est d'en sortir. Mais est-ce que ça sert au début? Est-ce que ça a servi au début? Bien sûr, l'état d'urgence a été extrêmement efficace au départ et nous étions tout à fait favorables. Pourquoi, par exemple, pour des perquisitions Exactement, parce que c'est l'effet de surprise, si vous voulez. Donc, les premières heures, on a des moyens exceptionnels ou dérogatoires qui permettent d'aller tout de suite sur les endroits où on a du renseignement, d'aller chercher s'il y a vraiment un danger imminent des personnes qui sont prêtes à passer à l'acte. Une fois qu'on a passé ce temps d'urgence, évidemment, l'état d'urgence n'a plus réellement de raison d'être. Ce temps d'urgence, c'est quoi? Un mois, c'est ça? Normalement, c'était 12 jours qui pouvaient être... les spécialistes disent les 15 premiers jours. Voilà. Et après c'est compliqué. Mais d'ailleurs, sur l'état d'urgence, ce qui a été très intéressant, et c'est Jean-Jacques Urvoas qui l'a fait, c'est-à-dire qu'il a permis aux parlementaires, ça a été une commission, de contrôler en temps réel ce qui se passait avec l'état d'urgence. Ce qui veut dire qu'on a eu un décompte exact de toutes les perquisitions administratives, de toutes les assignations, et on a pu voir de façon très claire pour une fois, et donc il faut s'en féliciter, à quoi a servi l'état d'urgence. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu très peu d'interpellations pour des profils terroristes. Donc aujourd'hui, ça ne servira à rien. Excusez-moi. Béatrice Brugère, pourquoi finalement avoir inscrit dans la nouvelle loi, celle qui est entrée en vigueur en novembre dernier, toutes ces dispositions qui figuraient déjà sous une autre forme dans l'état d'urgence? Est-ce que ça sert à quelque chose? Alors, pourquoi l'avoir inscrit? Parce qu'il fallait sortir de l'état d'urgence et qu'il y avait une pression politique pour dire que les mesures qui facilitaient l'ordre public, qui sont des perquisitions, qui sont la possibilité de contrôler les personnes, d'ouvrir les coffres de voitures, donc tout ça, c'est de l'ordre public. Ces mesures-là étaient réclamées parce que la communication politique a fait de l'état d'urgence l'alpha et l'oméga de la lutte antiterroriste. C'est-à-dire que pendant des mois, on a dit l'état d'urgence, c'est ce qui va vous sécuriser. Donc, ça a été toute la difficulté d'en sortir. Et tout n'a pas été transposé, attention, dans la dernière loi, mais une partie a été transposée. Le Conseil constitutionnel, d'ailleurs, passe son temps un petit peu à limiter, j'allais dire, ses pouvoirs qui sont plus importants. Cette semaine, le Conseil constitutionnel était plutôt favorable à tout ce qui a été Jeudi, il a validé toutes les dispositions qui étaient prises. Mais il en a annulé aussi, si vous voulez. Mais les essentiels, il les a validés. Tout à fait. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, et ça on ne le dit jamais, c'est qu'à chaque fois que l'état d'urgence a été prorogé,
quasiment chaque fois, il y a eu une loi qui a été votée en parallèle pour étendre, si vous voulez, nos moyens d'action. Donc en fait, ce temps de l'état d'urgence a permis quand même de renforcer énormément nos modes d'action. Mais aujourd'hui, ça ne servira à rien par rapport à certains politiques qui demandent le retour. Aujourd'hui, on a quasiment tout, si vous voulez, dans la loi. La vraie question de la loi, si vous permettez, c'est l'utilisation de ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'utilise pas à fond tous les outils que la loi nous donne. Par exemple, les expulsions, les fermetures, de lieux de culte, en prévention, d'aller voir sur la diffusion de certains ouvrages. Vous savez quand même qu'aujourd'hui, il y a des ouvrages qui font de la propagande, qui sont en accès libre. Voilà. Donc, on pourrait aller beaucoup plus loin encore, à mon avis, avec les outils qu'on a, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'une loi, ça reste un texte et que la politique pénale est le vrai mode d'action d'une loi. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas la loi, elle reste lettre morte. Donc c'est peut-être là qu'il faut travailler aussi l'utilité de ces nouvelles lois. Béatrice Bougère, c'est vous qui, en 2009, avec 2 autres juges, aviez condamné Fabien Klein à 5 ans de prison. Entre autres. Voilà, oui. 5 ans de prison. Il avait été condamné pour avoir animé une filière de recrutement de jeunes en destination de l'Irak. Il a effectué un peu plus de la moitié de sa peine. Il est sorti en 2012 et puis il est parti en Syrie avec sa famille. Il serait même revenu sur le sol français au moment des attentats de Charlie. Sa voix a été identifiée dans la revendication des attentats de 2015. Est-ce que vous avez le sentiment dans ce dossier aujourd'hui que la police, les renseignements, la justice sont passés à côté ? Alors, je crois qu'il faut toujours faire un état des lieux de ce que l'on fait, et ce que l'on fait bien et ce que l'on fait mal. Je pense qu'en effet, mais ça c'est complètement personnel et ça n'engage que moi, qu'on n'a pas perçu toute la dangerosité sans doute de ces profils. Mais attention, il faut... C'était il y a 10 ans. Exactement, il faut se remettre à 10 ans en arrière, et les faits que l'on jugeait étaient encore plus anciens parce que dans la procédure de mémoire, on était sur des faits parfois de début 2000, 2004, 2005. Donc il y a plus de 10 ans. Ça fait quand même quelques années. Et c'était quand même des filières à destination de l'Irak ? C'était des filières qui étaient déjà extrêmement importantes et où on s'aperçoit qu'on était sur... Alors, c'était Al-Qaïda, c'était Oussama Ben Laden, c'était des vidéos qui montraient les attentats du 11 septembre. Il y avait quand même déjà énormément de travaux universitaires qui montraient toutes les ramifications de la Belgique jusqu'en Afghanistan. Alors, on n'avait pas besoin des travaux universitaires, c'était aussi dans notre dossier. Mais en fait, quand vous êtes magistrat, vous n'avez pas accès aux travaux universitaires et puis ils ne sont pas dans nos dossiers. Nous, ce qu'on a dans nos dossiers, c'est des enquêtes. Non, mais parce que vous disiez, on n'a pas perçu la dangerosité. Oui, parce qu'en fait, d'abord, il n'y avait pas des attentats comme on en a aujourd'hui. On ne parlait pas du salafisme. Ah non, je peux vous assurer. À l'époque, non, les pas magistrats... du tout, absolument pas. Aujourd'hui, toutes les semaines, vous avez une émission sur le salafisme, tout le monde en parle. Alors justement, il n'y avait pas du tout la même ambiance. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, ce que je suis en train de vous dire. Mais il n'y avait pas le même intérêt. Béatrice Bougère, vous avez dit, vous avez tenu des propos qui étaient extrêmement étonnants. Vous avez dit qu'en regardant un reportage à la télévision, vous aviez plus appris sur Klein que ce que vous aviez dans son dossier d'instruction. Alors, je me souviens en effet je crois que c'était pas un envoyé spécial, mais c'était un reportage extrêmement fouillé sur l'environnement de Fabien Klein, de la filière d'Artigas. Artigas, c'est vers Toulouse, ce village. Et de tout ce qui était autour de la mosquée. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'aviez pas assez d'éléments dans le dossier. Ce reportage nous montrait davantage, évidemment, toutes les ramifications, comment au sein de sa famille, mais ça, on ne l'avait pas obligatoirement, il était extrêmement militant. Et pourquoi la justice n'a pas ces éléments ? Alors, on avait des éléments, mais ils étaient moins mis en perspective, moins incarnés aussi. Et on a eu quand même des journalistes d'investigation, je crois que vous en faites partie aussi, qui sont allés chercher ce que parfois, nous, on ne voyait pas ou on n'avait pas en effet. Est-ce qu'il y a eu un problème quand même de contrôle parce que Fabien Klein, il est sorti au bout de la moitié de sa peine, comme c'est souvent le cas, et 2 tiers, oui. Voilà, 2 tiers. Au bout de 3 ans, en fait. Il était condamné à 5 ans, il est sorti au bout de 3 ans. Il y a un suivi après. Alors, ça dépend de la peine qui était prononcée. S'il y a un sursis à mise à l'épreuve, il y a un suivi le temps de la détention. Attention, il y avait la détention provisoire. Donc je ne sais pas si vous avez calculé la détention provisoire, parce qu'on ne sort pas à mi-peine. On sort
maximum aux 2 tiers de peine. Donc je pense qu'il y avait... Oui, je crois bien que c'est 3 ans. Hein, oui, voilà, je ne pense pas que ce soit 2 ans et demi. Mais peu importe, ça reste quand même une peine réduite, si c'était l'expression, enfin en tout cas ce que vous vouliez dire. Mais sur la question de Christophe, sur la question du suivi côté judiciaire, non. Si c'est votre question, non. Côté service de renseignement, je l'espère. Parce qu'il était déjà condamné pour recrutement. Oui. Il était condamné dans notre dossier pour association de malfaiteurs. Et dans l'association de malfaiteurs, il y avait, en effet, ça fait partie de l'infraction, cette activité de recrutement. Tout à fait. Et on avait déjà, comme vous l'avez indiqué très justement, tout ce parcours avec la Belgique. On avait ces voyages déjà sur l'Irak, mais sur la Syrie également. Et en fait, on avait quelqu'un qui avait une activité assez simple. Dans le dossier, qu'est-ce qu'il faisait, Fabien Klein, surtout ? Eh bien, il était sur les marchés. Et il avait un stand, non mais ça semble assez simple. Il avait un stand et il vendait des articles religieux donc sur l'islam et il essayait avec son stand de recruter et d'attirer. Bien sûr que c'est la partie visible du dossier. Il avait aussi derrière une activité qu'on pourrait appeler plus paramilitaire puisqu'il faisait des entraînements dans les bois, voilà. Mais il avait aussi, je me souviens, une activité très intéressante et qui est toujours d'actualité, c'est qu'il créait des associations et notamment des associations à destination des jeunes pour récupérer des jeunes soit en difficulté sur l'âge de 15-16 ans. Donc les choses sont toujours actuelles, c'est-à-dire que cette frange de jeunes, vous savez, qui sont en train de chercher un peu leur voie, sont plus fragiles. Et ils avaient déjà ciblé cette frange via des associations un peu culturelles, sportives, pour faire de la propagande. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça se passait en province. Ça ne se passait pas dans les banlieues, dans les quartiers. C'était dans le sud de la France. Alors, il y a une raison. Excusez-moi, je vous ai coupé. Non, mais la question, c'était simplement qu'est-ce que ça dit de l'état de la France et peut-être d'un problème de renseignement ou de communication entre la justice à Paris et ce qui se passe en province, en France. Les services de renseignement, je crois, avaient travaillé bien sur cette région. Je parle des services de renseignement. Il y avait une raison, c'est qu'il y avait une mosquée qui était la mosquée de Bellefontaine à l'époque, qui était assez proactive, on va dire, sur le salafisme. Enfin voilà, c'était une mosquée à l'époque, on appelait un peu dure, pour pas dire très dure. Et donc, il y avait tout ce petit groupe autour. Mais il y avait aussi un autre élément qui était la présence d'Olivier Corel, qui était reclus dans un village qui s'appelle Artigas. Et Olivier Corel, il est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle l'Ignire Blanc. Hein. C'est lui le père spirituel Tout à fait. Mais c'est une figure qu'on retrouve sur plein de profils de djihadistes, dont la Fermera d'ailleurs. Bien sûr. Parce que par le biais d'un mariage ou d'un remariage, il avait un lien de parenté avec les Méras. Donc on voit aussi qu'on a un intellectuel qui s'appelle Olivier Corel, qui a été relaxé, lui, qui a été relaxé, tout à fait. Et qui est donc aujourd'hui toujours à Artigas. Voilà. Et ça pose la question, d'ailleurs, de la place des intellectuels qui propagent l'idéologie, qui sont parfois plus dangereux, entre guillemets, que ceux qui posent des bombes, parce qu'ils font des générations de djihadistes, mais la justice a du mal à les appréhender, à les juger et à les condamner. Oui, alors ça, c'est un vrai sujet qui est toujours d'actualité. Comment fait la justice aujourd'hui pour, d'une certaine manière, faire de la justice préventive sans se retrouver à condamner des gens sur des idées ? Parce qu'après tout, ils ont le droit d'avoir des idées. Alors, je crois la question, c'est quoi ? C'est la propagation de ces idées, et à quel degré on doit juger quelqu'un, éventuellement le condamner, parce qu'il prône une rupture avec la société, avec les règles démocratiques, etc. C'est toute la difficulté de la lutte contre le terrorisme et c'est comme exactement les fichiers S. À quel moment les gens que vous surveillez vont devenir dangereux ? Eh bien, c'est exactement la même chose pour la justice. À quel moment, à quelle frontière on est sur un jugement, sur une religion, sur une idéologie, ou on est sur un jugement sur des gens dangereux ? On a déjà un début de réponse dans notre code qui est celui de l'apologie du terrorisme. Aujourd'hui, on criminalise, enfin on pénalise plus exactement, puisque c'est pas un crime mais un délit, on pénalise l'apologie
l'apologie du terrorisme. Donc c'est un début de réponse. Sachant que l'apologie du terrorisme, et encore il y a quelques heures on l'a vu, c'est quelque chose qui peut aller très loin. C'est-à-dire que je crois qu'a été condamné récemment un élu et une femme aussi végane. Vous voyez, l'apologie du terrorisme, c'est aussi une infraction qui peut aller assez loin. Mais pour répondre complètement à votre question, c'est plutôt celui qui propage, qui est l'idéologue, je vais appeler ça le cerveau. Oui, on est bien d'accord. Comment vous sur quel point vous l'attrapez Eh bien, je crois que là... À quel moment il peut être judiciarisé en fait. Eh bien, c'est compliqué justement parce que je me souviens très bien, on a eu des débats très intéressants. Olivier Correl disait, mais d'abord, vous ne comprenez pas comment j'explique le djihad. C'est pas le djihad armé, mais c'est le djihad spirituel. Donc là, on commençait à rentrer dans des difficultés, si vous voulez, au niveau de l'audience. On n'était sans doute pas assez armé intellectuellement pour répondre à votre question tout à l'heure à l'époque, parce qu'il n'y avait pas autant de connaissances, autant de débats là-dessus. Donc on était plus timide peut-être pour pousser ces personnes-là dans leur retranchement. Mais aujourd'hui, ça devient un enjeu extrêmement important parce qu'on a ce qu'on appelle des prêcheurs de haine qui sont là mais qui ne posent pas des bombes ou qui ne tuent personne. Oui, et l'Espagne a une réponse qui me semble intéressante. Moi qui ne suis pas pour faire des lois, mais là je crois que s'il y avait une amélioration législative, elle est très intéressante. Après les attentats de Barcelone, il y a eu quand même, l'Espagne a eu un choc très fort et eux ils ont créé une infraction qui punit pratiquement des mêmes peines, je crois, mais oui, je crois que c'est les mêmes peines, ceux qui propagent, qui endoctrinent, que ceux qui sont des terroristes. Donc ils sont allés assez loin, si vous voulez, dans cette idée. Après, évidemment... s'il n'y a pas d'appel à la violence, est-ce que vous pouvez condamner quelqu'un ? Mais c'est là où l'analyse est importante des magistrats et l'humain est important, c'est qu'il faut être très clair sur certaines doctrines qui appellent au djihad, qui appellent à tuer des mécréants. C'est pas si compliqué quand même, j'allais dire, à identifier aujourd'hui. Quand on retrouve, par exemple, dans le dossier d'Artiga, des cassettes vidéo sur les attentats du 11 septembre ou des vidéos qui montrent des décapitations ou des choses qui se passent dans des pays, ce sont autant d'indices. Voilà, des propagandes. À titre d'exemple, comment ça se passe aujourd'hui parce que beaucoup de mosquées ont des imams qui prêchent de façon tout à fait normale, correctement, et qui se retrouvent finalement dans leur mosquée avec des cellules qui s'agrègent, pour lesquels ils n'ont pas de responsabilité, des fidèles en fait qui forment comme ça des groupuscules à l'intérieur des mosquées. L'imam, il a quelles ressources aujourd'hui pour faire face à ce type de prosélytisme qui finalement pénalise les autres musulmans? Oui, mais c'est toute Est-ce que ça a évolué, ça? Je ne sais pas. Je ne suis pas une spécialiste. Objectivement, je ne saurais pas réellement vous répondre là-dessus. Je pense que c'est vraiment le travail des services de renseignement d'identifier en effet ces cellules. Je ne suis pas sûre qu'en étant dans les mosquées, autour, oui, mais dans, je ne suis pas sûre. Mais je ne sais pas objectivement là-dessus. Revenons, si vous voulez bien, sur l'échelle des peines. Là, on a parlé de Fabien Klein. Vous dites qu'il faudrait une nouvelle échelle de peine, peut-être plus sévère pour les infractions à caractère terroriste. Mais on sait qu'elles sont déjà plus sévères, puisqu'elles sont parfois le double de celles qui sont en cours pour des faits de droit commun. Alors... Non, ça dépend l'effet de droit commun. C'est-à-dire que l'échelle des peines... En fait, il y a plusieurs infractions dans le terrorisme. On peut partir de l'apologie du terrorisme jusqu'à l'assassinat, qui est la perpétuité. Donc, vous avez une échelle de peine déjà extrêmement large. Elles ont été renforcées, ces peines. C'est ce que disent beaucoup de magistrats, quand même. En moyenne, c'est pas que les peines... on évalue qu'elles seraient passées de 4 ans en 2014 à 10 ans en 2018. Alors, c'est pas exactement ça. Ce que les magistrats disent, c'est qu'on met des peines plus lourdes aujourd'hui qu'avant. Mais ce que vous encourez n'a pas bougé. C'est-à-dire que c'est notre jurisprudence qui a bougé. C'est pas tout à fait la même chose. Donc vous voudriez que ce soit dans la loi, que moi, je pense le durcissement des peines soit codifié. L'infraction la plus utilisée pour la lutte antiterroriste, jusqu'à présent, c'est l'association de malfaiteurs. L'association de malfaiteurs, c'est 10 ans.
En relation avec une entreprise terroriste. Exactement, c'est 10 ans. Donc, à un moment donné, et vous l'avez très bien dit, et on le sait parce qu'il y a une érosion des peines, et c'est tout notre système pénal, parce que ça pose la question de la spécificité des infractions terroristes et du traitement que l'on fait. Les infractions terroristes et les gens qui sont condamnés sont traités de la même manière dans l'application des peines. Donc c'est là qu'il faudrait peut-être revoir les choses, c'est-à-dire faire en sorte que quand vous êtes condamné à 10 ans, vous fassiez au moins pratiquement 10 ans et que vous ne bénéficiez pas de l'érosion des peines comme n'importe quel condamné. Ou alors, si vous ne voulez pas aller sur ce modèle-là, il faut remonter l'échelle des peines pour laisser toute la possibilité au magistrat, quand il estime que c'est très grave, de pouvoir prononcer une peine supérieure. Et je termine juste là, juste sur un mot. Le procureur Molins a eu une politique très particulière depuis 1 an. De durcissement. Puisqu'il a dit « j'ouvre toutes les infractions aux criminels ». C'est-à-dire que l'association de malfaiteurs, elle peut être soit délictuelle, soit criminelle. Donc c'est de fait, il a durci. Ça veut dire, je renvoie les gens aussi devant une cour d'assises. Voilà. Donc on sent quand même qu'il y a cette volonté de monter un petit peu. Est-ce que c'est pas un peu tard? Qu'est-ce qui est tard? C'est déjà politique par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à tout. On parlait de Klein, etc., de tout ce qui s'est passé ces dernières années. C'est-à-dire que c'est comme si aujourd'hui on prenait la mesure du danger. Oui, en 2018. Je pense qu'il faut faire le Bataclan. Je pense qu'en effet, on a une responsabilité qu'il faut rattraper parce que rien n'est irréversible non plus. Et Arnaud Beltrame nous l'a montré que le courage aussi est toujours possible, l'héroïsme aussi. Rien n'est irréversible. Ceci dit, il ne faut pas sous-estimer le problème. Aujourd'hui, le défi majeur de la justice, c'est pas l'état d'urgence, c'est pas ce dont on vient parler, c'est la quantité des dossiers dont on a à traiter. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer dans les années qui viennent, là, d'ici 2020, il y aurait une 60aine de terroristes qui termineraient leur peine. Oui. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que dans ce laps de temps, les 10 ans qu'ils ont eu en incarcération, ça a pu changer leur vision du monde? Votre question, elle est très pertinente. Je vais essayer d'y répondre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que là, vous touchez au cœur, et on l'oublie souvent, de ce que c'est qu'une infraction terroriste. C'est d'abord une infraction politique. Donc, on a affaire à des personnes extrêmement convaincues. Et si je reviens sur l'affaire d'Artiga, finalement, qui elle-même est un héritage du GIA, puisqu'on peut remonter assez loin sur cette généalogie, ce que l'on peut dire, et c'est terrible, c'est que l'on fait carrière dans le terrorisme. C'est-à-dire que on voit très bien qu'eux-mêmes s'adaptent de façon très agile. On était sur l'Irak, maintenant ils seront sur la Syrie, on a été sur l'Afghanistan. Peu importe le lieu, j'allais dire, du conflit qui peut alimenter leur raison d'être terroristes, ils sont sur une vision politique de changement du monde, et c'est pas quelques peines de prison, si c'est votre question, qui va modifier en profondeur leur engagement. Alors c'est quoi la solution? Je crois qu'il faut être assez modeste. Il n'y a pas une solution, il y a sans doute une pluralité de modalités d'action qu'il faut améliorer pour justement arriver à mieux, si vous voulez, maîtriser ce défi qui est un défi à la fois politique, mais aussi un défi pour toute la société aujourd'hui. Est-ce que c'est pas le piège du djihadisme, du djihadisme ou terroriste ou du terrorisme islamique, que de pousser des sociétés qui se sont dotées de règles qui ne sont pas reconnus par cette idéologie, à violer ses propres règles. C'est-à-dire, on va se retrouver effectivement avec des apologues ou des idéologues du djihadisme qui vont sortir dans 1-2 ans, et il faudra peut-être inventer une sorte de régime d'exception, de surveillance post-peine, ce qui, normalement, n'est pas légal. Je veux dire, quelqu'un qui a payé sa peine de prison, a le droit de faire ce qu'il veut, enfin en dehors des limitations qui lui ont été, du moins dans le cadre de la loi. Et on va se retrouver dans un tas de choses comme ça, dans de la surveillance, de l'assignation à résidence, de gens qui n'ont rien commis d'illégal, mais sont à la frontière d'eux, un entourage, etc. Est-ce que c'est pas ça le vrai piège qui permettra à la fin à ces gens-là de dire, vous voyez, les démocraties, elles respectent pas leurs propres règles?
Alors, vous avez tout à fait raison, parce que ça fait partie même, j'allais dire, de leur propagande, de dire, regardez, c'est toute la thématique de la victimation, si vous voulez, d'une communauté, et avec l'Occident. Ça nourrit leur propagande. Tout à fait. Donc, vous avez raison, c'est un piège dans lequel on peut tomber. On n'y est pas tombé, je vous rassure, même si la tentation est toujours là. Et ceci dit, on peut quand même dire que la France est plutôt assez résiliente, parce qu'il faut aussi dire les choses quand elles sont positives. Mais moi, personnellement, en tout cas, je suis contre tous les régimes d'exception. Je suis pour des régimes spécifiques. C'est pas du tout la même chose. Les régimes d'exception, c'est justement, on est sur une ligne de crête avec nos principes fondamentaux et on pousse toujours un peu plus loin avec ce risque que vous venez d'évoquer. Des régimes spécifiques, c'est la prise en compte d'une dangerosité, c'est-à-dire la connaissance intellectuelle et les outils les mieux adaptés à une criminalité qui nous défie. C'est pas du tout la même façon de voir les choses. Le régime d'exception, c'est quoi pour les gens, pour qu'ils comprennent? C'est Guantanamo? Alors, les régimes d'exception, c'est justement, oui, c'est Guantanamo. Ça serait demain de mettre des fichiers S, par exemple, en rétention administrative. Parce que les fichiers S, rappelons-le, c'est des gens qui n'ont commis ni délit ni crime. Hein. Tout à fait. Donc, ils sont juste surveillés parce qu'on les soupçonne d'être proche d'une idéologie terroriste. D'ailleurs, on parle toujours du fichier S, mais il y a d'autres fichiers. Il n'y a pas que le fichier S, mais bon, c'est celui le plus connu aujourd'hui. Malheureusement, il revient à chaque fois qu'il y a un attentat. Donc, les régimes spécifiques, c'est la capacité des pouvoirs publics de s'adapter, parce qu'eux s'adaptent à nous, et de nous adapter dans le cadre, évidemment, du respect. Exactement. Cette capacité, elle dépend des moyens dont dispose la justice. Alors ça, c'est vraiment un sujet d'actualité. Ouais. On a vu qu'en fin de semaine, il y avait une colère dans des magistrats de la justice, un mouvement de mécontentement très important à cause de la réforme qui est en cours, qui vient d'être annoncée. Est-ce que vous pensez que les choses vont dans le bon sens, qu'il y a des moyens mis en place pour répondre à tous ces défis? Alors, notre position, et là c'est en tant que syndicat, c'est que nous sommes très partagés sur les chantiers de la justice. Nous demandons depuis longtemps une réforme d'ampleur et des moyens. Mais, à contrario, les moyens pour faire quoi ? C'est ça le sujet, c'est-à-dire que ça sert à rien de dire on veut des moyens si on les utilise mal, si ce qu'on fait ne sert à rien. Mais oui, des moyens pour faire quoi? Bon, alors c'est vrai que dans le cadre de la justice, on part de très loin. Donc les moyens sont toujours nécessaires. Mais quand même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être assez clair. On ne peut pas réclamer sans avoir un projet et une vision très claire. Les chantiers de la justice, en partie, font avancer. Il y a des choses extrêmement positives, il y en a d'autres qui le sont moins. C'est pour ça que nous, dans la nouvelle loi, on continue à concerter, parce qu'on continue à se battre. Et ils sont très larges. On va du civil jusqu'à la création du tribunal criminel, en passant par un parquet national antiterroriste ou une révision des peines. Donc, si vous voulez, c'est très large. Cette réforme, elle est très pluridisciplinaire. Mais elle a un intérêt aussi, et c'est pour ça qu'il y a un agenda très contraint, c'est que le gouvernement essaie de la faire passer très vite pour enclencher une loi de programmation qui, elle, apportera des moyens. Des moyens. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Au-delà de l'actualité, dans les attentats de Trèbes, vendredi 23 mars, le profil de Radouane Lagdim est de ceux que l'on appelle hybrides. C'est-à-dire que d'un côté, il y a de la petite délinquance et de l'autre, un profil radicalisé fiché S. Ça, c'est un classique désormais, ce genre de profil. Vous dites que face à ces profils, l'organisation de la justice n'est pas adaptée. Alors, il faudrait une stratégie judiciaire. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, selon vous? C'est-à-dire que c'est trop cloisonné. Par exemple, quand un juge a face à lui un délinquant qui est fiché S et qui juge les faits de délinquance, il n'a pas accès à son profil fiché S. Non. Il ne sait pas? Non, bien sûr que non. Alors, si vous permettez, juste ce terrorisme qui est absolument pas nouveau, et on l'a rappelé ici, c'est depuis le GIA, il n'est pas nouveau, même s'il y a des choses qui bougent, il n'est pas l'idéologie est là depuis des années, les ramifications sont là depuis plusieurs années, à quelque chose de nouveau, c'est que cette menace qui était souvent plutôt une menace externe est devenue réellement aujourd'hui une menace interne. On dit endogène, oui. Oui, ou endogène, c'est-à-dire qu'elle est sur notre territoire. La frontière entre le territoire extérieur et le territoire intérieur est beaucoup moins claire et nette
qu'avant. Ça, c'est la première chose. Et comme cette menace est devenue beaucoup plus endogène, c'est-à-dire sur notre territoire français, il n'y a plus aucun endroit du territoire qui est sanctuarisé aujourd'hui, d'accord ? Ça veut dire que vous soyez à la campagne, on l'a vu, ou dans les grandes villes. Je ne dirais pas qu'il y a un terroriste qui peut surgir partout, mais pas loin. Donc, nous devons nous adapter aussi à ces nouveautés, même si ce n'est pas neuf, mais on doit s'y adapter. Le système de la lutte antiterroriste qui date des années 80 a eu un intérêt et a été extrêmement utile et extrêmement performant parce qu'à l'époque, on n'était pas sur ces profils-là. On avait une menace qui était davantage projetée, beaucoup moins importante, beaucoup moins disséminée. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est que il faut adapter nos modes d'action. C'est pour ça que ce que nous, on propose, c'est qu'on déconcentre. Je n'ai pas dit qu'on décentralise, qu'on déconcentre au maximum sur tout le territoire l'activité judiciaire parce que nous pensons qu'il faut être au plus proche des bassins de délinquance et travailler main dans la main avec les services de renseignement qui, eux, se déconcentrent puisqu'ils ont tiré les leçons de la suppression des RG. Ils sont en train, au contraire, de reprendre, j'allais dire, tout le territoire et tant mieux. Donc c'est un maillage. Donc ce maillage territorial doit être aussi chez nous un maillage territorial au plus proche des bassins de délinquance. Pourquoi ? Parce qu'en plus du fait qu'ils sont beaucoup plus disséminés sur notre territoire, il ne faut jamais oublier qu'aujourd'hui, la gendarmerie qui représente 95% du territoire est mis de côté dans la lutte antiterroriste. C'est les services police aujourd'hui qui sont intégrés dans la lutte antiterroriste. Donc il faut remettre à la fois les gendarmes, la justice en maillage territorial. Et la dernière raison, c'est que, en effet, ces profils sont davantage hybrides qu'avant. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce problème de quantité, de contamination. Je prends un exemple, les prisons. Je prends un autre exemple, la jeunesse est davantage, parce que avec, si vous voulez, la nouvelle technologie des réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a une dissémination beaucoup plus rapide et il faut que la justice soit en prévention davantage proactive et travaille moins en silo, c'est-à-dire que sur des profils classiques terroristes, parisiens, mais qu'elle puisse être, j'allais dire, sur tout le territoire. Et c'est assez incompréhensible pour pour le téléspectateur et l'auditeur d'entendre que un juge qui va juger une personne pour des faits de délinquance n'a pas accès aux renseignements de fichiers S, etc. Normalement, les juges ont une classification secret défense, non ? Quand ils touchent à ce genre de... Alors, l'habilitation secret défense est très peu utilisée. Elle est de façon extrêmement ponctuelle et possible dans la loi. Ce que nous, on demande, c'est que tous les magistrats spécialisés sur le terrorisme aient cette habilitation secret défense, parce que le problème aujourd'hui, vous avez d'un côté le renseignement, d'un autre côté le judiciaire. Et c'est cette zone grise, en fait, qu'il faut combler et réduire au maximum, sans à la fois, j'allais dire, lâcher nos grands principes, mais en étant efficace, parce que l'idée, c'est quand même d'être efficace. On est responsable. Donc, pour réduire cette zone, il faut que la justice soit davantage intégrée au renseignement. Et pour ça, il faudrait avoir des procédures où, justement, les magistrats auraient accès au renseignement. D'ailleurs, le renseignement pénitentiaire aujourd'hui, ce qui s'est mis en place grâce à Jean-Jacques Urvoas, commence un petit peu à mettre en place ces méthodes. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les marges, si vous voulez, de progression, parce que c'est de ça dont on parle, il n'y a pas de solution, il faut arrêter de dire qu'il y a des solutions. C'est les marges de progression dans la lutte contre le terrorisme, elles se feront sur nos modalités d'action. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer de système, il faut améliorer nos modalités d'action. Donc il faut... Vous disiez pas décentraliser, mais plus de juges antiterroristes partout. Déconcentrer sur les juridictions interrégionales spécialisées qui travaillent déjà sur la criminalité organisée, mettre aussi des magistrats qui travaillent en binôme, c'est les mêmes en fait, très clairement, sur le terrorisme, pour deux raisons. Un, parce que ça fait une dizaine de points de contact sur le territoire, donc ça ne veut pas dire partout, une dizaine de points, vous voyez, par exemple, vers Toulouse, les régions, vers Bordeaux, exactement. Et surtout, c'est un deuxième avantage, alors c'est un peu technique, mais c'est quand même intéressant, parce que nous, on utilise les codes de procédure, c'est que les techniques d'investigation sont exactement les mêmes. Donc ces magistrats qui sont formés pour lutter contre la criminalité organisée sauront faire pour lutter aussi contre le terrorisme. Et donc un parquet national, c'est une bonne idée ou
pas. Alors, le parquet national antiterroriste, c'est une très bonne idée. Faut-il encore se mettre d'accord sur ses contours, si vous voulez. Qui devrait voir le jour Voilà. en 2019. C'est une bonne idée si justement il y a cette délocalisation et qu'à ce moment-là, le parquet national antiterroriste aurait cette vision stratégique, et j'ai pas peur du mot, sur le territoire et aurait cette remontée d'informations. Là, ça serait intéressant. Si c'est juste pour le prendre et le mettre à côté, pas beaucoup d'intérêt. Vous dites que les renseignements font très bien leur travail. Je voudrais savoir ce que le regard que vous portez sur cette méthodologie qui consiste à convoquer un fichier S quand on décide qu'il va passer en veille, qu'on ne va plus. C'est ce qui s'est passé manifestement. Le ministre de l'Intérieur, Collomb, en atteste. En fait, Radouane Lagdim allait être convoqué au ministère de l'Intérieur. On allait lui signifier qu'il n'était plus sous surveillance. Ça fait la deuxième fois que ça intervient. Et le passage à l'acte, ça fait 2 fois qu'il intervient juste après cette convocation. Quel regard vous portez sur cette façon de procéder ? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. C'est pour ça que je suis un peu sur l'objet de la convocation par le ministère de l'Intérieur. Si c'est pour signifier à quelqu'un qu'il n'est plus surveillé, ça m'étonnerait que ce soit exactement ça. Ou si c'est pour être entendu, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, par les services de renseignement, parce que... Bon, c'est pas très clair. C'est pas clair, voilà. Je ne sais pas, je peux pas... Ça me semble un peu bizarre, mais bon... Pourquoi pas, qu'il y ait une convocation par les services de renseignement, j'entends, pour lui dire qu'on ne le surveillait plus, je ne suis pas sûre. Mais, et pour lui dire qu'on le surveille non plus. Parce que quand les services de renseignement convoquent quelqu'un, en général, c'est plus pour l'entendre. Mais je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des services de renseignement. Et voilà, donc je ne sais pas. Je suis toujours prudente. Quand il y a un attentat, il y a une grosse communication politique. Donc je suis toujours très prudente sur ce qu'on peut dire et entendre. Ce qui est sûr, et là vous avez raison, c'est que c'est intéressant, c'est qu'on a quelqu'un qui est surveillé et à la fois qui est déjà aussi dans les mains de la justice puisqu'il allait être bientôt renvoyé pour d'ailleurs un port d'armes si je ne me trompe pas. Voilà. C'est là où, si vous permettez, en essayant d'être courte, qu'on peut améliorer notre système, c'est-à-dire que quand je parle de réduire cette zone entre d'un côté le renseignement et la justice, il faudrait quand même qu'on arrive à un moment donné à avoir des stratégies judiciaires où les gens se parlent pour voir comment, si les services de renseignement pensent que quelqu'un est dangereux et que nous, d'un autre côté, on le juge sans savoir qui c'est, qu'on puisse communiquer et pourquoi pas avancer une date d'audience, aller faire une perquisition où on aurait peut-être trouvé ce qu'on a trouvé après. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire 50 000 lois à chaque fois. Ce qu'il faut encore, c'est que nos outils soient performants et qu'on ait des modalités d'action qui soient stratégiques. Qu'est-ce qui empêche ça au jour d'aujourd'hui ? C'est culturel déjà, pour commencer. Et c'est de l'organisation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on crée l'idée d'un PNAT et que nous on réclame, et on verra ce qui se passe, excusez-moi, un parquet national antiterroriste, et que nous on réclame, par exemple, de mettre fin au système de la centralisation, eh bien vous avez des réticences. Il y a des gens qui vous disent aujourd'hui, mais la centralisation, c'est parfait, il ne faut pas y toucher. Donc voilà, vous êtes un peu hérétique à dire ça. C'est toujours plus difficile de changer les habitudes de travail que de faire une loi. Alors, le 23 février dernier, le Premier ministre a présenté un plan anti-radicalisation et il a parlé pour les prisons, de ce regroupement des détenus sur des questions de terrorisme. Vous dites que c'est bien de regrouper ces détenus, mais qu'en l'état, ce n'est pas possible. Et vous dites même qu'il faut expulser les prisonniers étrangers. Mais est-ce que c'est possible, par exemple, avec des profils qui pourraient être issus de pays où leurs lois ne sont pas celles qui sont en France et donc où on peut penser qu'ils pourraient subir de la torture Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on a un problème en France, et ça, c'est pas un scoop, avec nos prisons. Nos prisons, on a un problème de place de prison, et sur ce problème de prison, on a un deuxième problème, qui est celui de la prise en charge de prisonniers qui utilisent la prison pour faire du prosélytisme, recruter, voire, je le dis quand même parce que ça existait, continuer à préparer des attentats à l'extérieur, à l'intérieur, à commettre des agressions au nom de cette idéologie
contre des surveillants pénitentiaires. Donc là aussi, il n'y a plus de frontières entre la prison et l'extérieur, ce qui est quand même très important, d'autant plus que n'oubliez jamais que ce qui fait la force de ce terrorisme, c'est la connexion. Qu'il soit en Syrie, en Irak, en prison, au fin fond, j'allais dire, de la campagne ou dans les villes, s'ils ont un téléphone portable, s'ils ont les relations et, si vous voulez, la matrice idéologique, c'est ça, le danger pour nous. Alors, vous dites qu'il faut faire de la place dans les prisons. Donc la prison, si vous n'avez pas une étanchéité à tous les niveaux, y compris, j'allais dire, téléphone portable, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on va pas construire, je l'espère qu'on va le faire, mais on va pas construire dès demain, c'est-à-dire ou après-demain, des centres étanches où on va mettre tous nos prisonniers. Il y en a 1300, je rappelle. On le sait. Et 500 pour des faits de terrorisme, 1300. Donc, et là je dis, c'est la responsabilité du gouvernement. On perd du temps, on a perdu beaucoup de temps. Il y a d'autres pays qui l'ont déjà fait, qui ont construit ce qu'on appelle des établissements dédiés à ces profils-là, sécurisés, où on peut en effet mettre une forme d'étanchéité. Aujourd'hui, ce que je dis, c'est qu'il n'y a aucun bâtiment qui correspond à cette annonce, c'est tout. Donc qu'on le fasse très bien, mais qu'on arrête de dire qu'on va le faire, qu'on le fasse vraiment. C'est-à-dire qu'on a fait des plans avec des unités dédiées, on a eu plein d'expérimentations, ça fait déjà 4 ans qu'on fait ça. 4 ans, on aurait déjà eu le temps de construire un établissement. Et sur la question des expulsions ? Alors, la question des expulsions, en fait, ce que je disais, c'est que pour libérer de la place, aujourd'hui, le code de procédure permet, c'est ce qui est arrivé à M. Kanta, par exemple, quand vous êtes condamné à l'étranger, d'exécuter la peine dans votre pays. C'est-à-dire, lui, il a été condamné à Vilnius, il a exécuté sa peine en France. Nous devrions mettre aussi au maximum en place la possibilité de ce qu'on appelle une libération-expulsion, c'est-à-dire que les étrangers qui sont chez nous, étrangers, ça veut dire pas binationaux, vraiment les étrangers. Non, les étrangers, je n'ai pas dit binationaux. Les étrangers, qu'ils aillent faire leur peine aussi dans leur pays, ce qui libérerait de la place pour pouvoir éventuellement avoir des plans d'action dans les prisons. Et comment garantir la sécurité de... Alors ça dépend des pays. Si vous voulez, si vous êtes avec les pays du Nord, en Angleterre, en Espagne, il n'y a pas de sujet. Si vous êtes avec des pays où, en effet, les droits de l'homme sont en difficulté, c'est là où, justement, on rencontre des obstacles. Mais il faudrait quand même davantage, si vous voulez, utiliser ces moyens-là, parce que ce n'est pas un nombre négligeable en France. Moi, j'avais recensé, mais je ne sais pas si le chiffre est vrai, à peu près 10 000 personnes. Si on avait ces places-là, on pourrait aussi peut-être commencer à envisager d'avoir un travail intéressant en prison. Parce qu'aujourd'hui, la prison, c'est quand même un enjeu fondamental. Ne l'oublions pas, il ne suffit pas de les condamner. Parce que, voilà, il faut aussi que derrière, il y ait un suivi jusqu'au bout. Très rapidement, on arrive à la fin de cette émission. Le travail mis en place pour le désengagement, ce qu'on appelle le désengagement ou ce que certains appellent la déradicalisation, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, jusqu'à présent, ça a été un échec. Pour autant, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer. Il y a une expérimentation en cours qui s'appelle RIVE. C'est pratiquement chirurgical. Moi, je dis qu'il ne faut jamais baisser les bras, mais il ne faut pas être dupe non plus des résultats. Voilà, ce qu'il faut, c'est éviter qu'ils soient contaminés. C'est ça, la première prévention. Voilà. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Merci, Béatrice Brugère, d'avoir répondu à nos questions, celles de Sophie, celles de Christophe. Et puis, bien sûr, merci à vous tous, auditeurs et téléspectateurs, pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien.